Bah écoutez, c'est dur de passer après No Man's Sky, mais on va essayer de faire simple et rapide. Écoutez, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai absolument pas préparé. Je me suis dit, il faut que je me ramène ici, tout en sincérité, parce que traditionnellement, on utilise plein de mots compliqués. Vous savez, je suis juriste de base, je travaille sur ces questions depuis maintenant plus de 2 ans et demi, et donc forcément, on s'oblige à utiliser des articles, etc. Bon, moi j'ai envie de vous parler franchement aujourd'hui parce que j'ai envie de vous demander quelque chose. Bon, d'abord, moi actuellement, je suis content, je suis même très heureux, parce que pendant 2 ans, j'ai eu l'occasion de travailler dans une super association Normal France, dans laquelle j'ai eu l'occasion de diriger les questions politiques pendant 2 ans et la stratégie politique. Donc j'ai rencontré énormément d'élus, de personnalités, on a fait un vrai travail de fond. Et en mai 2018, j'écrivais un article où je disais « En France, en 2020, on aura une expérimentation du cannabis médical » et j'expliquais, en gros, vous pouvez le retrouver sur internet, hein, l'article, où j'expliquais en gros qu'on aurait une expérimentation de 1 à 2 ans, qu'on aurait plusieurs milliers de patients, etc., etc. Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est parce que tu fais des bonnes prédictions. Absolument pas. C'est parce qu'on fait des paris. Et c'est parce que, je pense, on a réussi, là, en 2 ans de travail, à changer beaucoup de choses. Et forcément, c'est pas que grâce à nous, évidemment, c'est grâce à vous aussi. Mais plus globalement, c'est aussi parce que je pense qu'il y a un contexte favorable aujourd'hui, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Et du coup, j'étais ultra heureux ce matin. En prenant mon train, j'étais au fin fond de la Bourgogne, c'était la loose absolue. Et je lisais un peu des articles sur Le Coin, là, Porte de Versailles, etc. Et alors, je vais vous lire un truc qui était assez drôle. C'est, donc en fait, ici, à quelques mètres de cette superbe terrasse, dans quelques mois, la mairie de Paris et plusieurs entreprises vont créer la plus grande ferme urbaine européenne. 14 000 mètres carrés. 14 000 mètres carrés, c'est 2 terrains de foot. Et alors l'article est très intéressant, ils disent, alors c'est dans 2-3 ans, les riverains pourront louer des lopins et profiter d'une production locale, de qualité et de la possibilité de cultiver leur propre potager. Et ils ajoutent quand même, parce que c'est drôle, des visites pédagogiques sont également prévues. Alors moi, quand vous me dites ferme urbaine à Paris, 14 000 mètres carrés, je vous dis tout de suite, on se met de la bœuf, on se fait un terroir de ouf, de la bœuf parisienne. Il n'y a pas d'endroit à Paris pour produire, on produit là. Et donc c'est pour ça que je vous dis, on va faire un pari ensemble. On a fait le pari sur le cannabis médical il y a 2 ans. Là, on va faire le pari qu'on va se ramener avec des sachets de bœuf le 1er septembre 2023. Ici, on revient ici, on se retrouve. Vous prenez vos Google Agenda ou ceux qui ont des petits agendas papier et qui ont de l'avance, et vous le notez. 1er septembre 2023, on se retrouve ici et on plante nos graines de cannabis. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que ça fait des années, mais vraiment des années, quand vous reprenez... Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur les grosses archives, sur des textes qui dataient mais de décennies en arrière. Il y a toujours eu des gens qui disaient « Oui, ça va se légaliser, vite fait, ça va se régler ». Début des années 90, on se disait « Ça passera jamais le cap des années 2000 ». Bon, finalement, on est en 2019, c'est encore la galère. Mais pour arriver à 2023, il faut comprendre le sens même de la prohibition. Et j'ai l'impression que ça, il y a encore un peu de travail à faire dessus, et c'est pour ça que je voulais un peu vous en parler. La première caractéristique de la prohibition, c'est-à-dire de l'interdiction des drogues, c'est qu'elle existe pour lutter contre la consommation de masse. La prohibition, le début date de 1850-1860, lorsque les bourgeois n'étaient plus les seuls à consommer des drogues, l'alcool aussi d'ailleurs, et que une certaine élite a considéré qu'il fallait interdire cet usage aux masses, aux ouvriers, parce qu'il y avait 2 côtés. D'un côté, les religieux disaient le corps est pur et on peut pas c'est une impureté de consommer des drogues. Et de l'autre, il y avait les communistes qui disaient le parti doit donner aux ouvriers des règles de vie pour qu'ils les respectent parce que les ouvriers ne sont pas capables de gérer leur consommation par eux-mêmes. C'est toute la dynamique de l'opium du peuple. Et donc la prohibition naît de là. La première caractéristique de la prohibition, c'est le contrôle social. C'est un contrôle social qui était fait dans une bonne intention avant et qui aujourd'hui se caractérise, se manifeste, encore en France, par 180 000 interpellations annuelles. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à parler, il y a 2 personnes qui ont été interpellées. Sur les 2 personnes qui ont été interpellées, il y en a un qui est forcément un homme jeune, de moins de 30 ans, et si possible noir ou arabe, parce que ça arrange un peu les chiffres, et que c'est très sympa, et c'est beaucoup plus simple d'arrêter des noirs et des arabes. Donc c'est concret. L'un des premiers axes sur lesquels on réfléchit quand on parle de la prohibition des drogues, du contrôle des drogues, c'est le contrôle social. Mais on va aller un peu au-delà. La prohibition, finalement, c'est un prétexte pour protéger les gens.
Et on nous a souvent dit, d'ailleurs, je pense que vous, dans les débats, longtemps, vous devez avoir cet argument majeur de « ouais, mais c'est pour protéger les jeunes ». Le problème, aujourd'hui en France, c'est que les jeunes, c'est l'enquête Escapade de 2017, ils sont 40% à 17 ans à avoir déjà consommé du cannabis. Ce qui fait que la prohibition ne fonctionne pas non plus pour lutter contre la consommation des jeunes. Pire, elle la rend taboue, elle la cache, et du coup, elle limite les possibilités d'accompagnement. Or, le cannabis, et ça il faut être concret là-dessus, c'est un révélateur de schizophrénie, ça peut être un révélateur de psychose, et c'est problématique pour un certain nombre de personnes qui le consomment jeunes en tout cas. Ce que je veux dire pour parler globalement, c'est que cette prohibition, c'est toute une construction. C'est pas simplement un mec un jour qui s'est dit « allez hop, on va interdire pour déconner ». Non, c'est quelque chose de vraiment sérieux, qui est fondé sur des valeurs, sur des principes. Et Naumann, il avait raison tout à l'heure de dire mais citez-moi un argument qui est valable contre la prohibition, pour valider la prohibition. En fait, la prohibition se valide par elle-même. Je vous donne un truc un peu sympa. Depuis 2-3 ans, au niveau international, il y a des grosses instances qui disent « bon allez, on va arrêter de condamner les gens qui font un usage du cannabis ». En gros, pour faire simple, l'usage des personnes, il n'est pas problématique. Le problème, c'est le trafic. Donc il faut lutter contre le trafic, mais pas lutter contre l'usage. Il y a plein de pays, même en Afrique de l'Ouest, où on a commencé à dépénaliser l'usage des drogues, ce qu'on appelle la dépénalisation. Et nous, on en a parlé en France. Il y a eu, il y a un an, le débat sur l'amende forfaitaire délictuelle, d'ailleurs qui arrive là, qui arrive bientôt. Ils voulaient nous foutre 400 € d'amende par tête, et peu importe la quantité de cannabis. Donc ça peut être 0,5, 2, 3 ou 15 grammes. Et après, même au-delà, tu passes pour trafic, parce qu'à partir du moment où tu as une certaine quantité, et si tu tombes sur le mauvais juge, on considère que c'est du trafic. Et quand on est venu avec cette idée qu'il fallait dépénaliser, on nous a dit non, la dépénalisation, ça va augmenter la consommation. Pour vous rappeler les chiffres quand même de la consommation en France, on est à 800 000 usagers quotidiens. Il y a 800 000 personnes qui consomment tous les jours. Je pense que là, toute la salle, vous êtes surreprésentatif des 800 000. Ensuite, il y a 1,2 million d'usagers réguliers. Et enfin, il y a 5 millions d'usagers annuels. C'est-à-dire qu'en France, il y a 10% de la population, un peu plus de 10% de la population en âge de consommer, qui a consommé dans l'année. Et donc, forcément, quand on me dit « mais ça permet de lutter contre la consommation », c'est faux. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on est retombé là-dedans. C'est qu'en fait, la prohibition se valide par elle-même, ce qu'on appelle l'autopoïèse. C'est-à-dire, nous on dit que ça ne fonctionne pas. Et en face, on nous répond, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Et depuis 1970, à raison de tous les 6 mois, vous avez une modification de la législation. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, la loi, elle est de plus en plus pénalisante, de plus en plus dure. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, en France, c'est dépénalisé. C'est faux. C'est faux. Moi, je travaille sur des affaires au quotidien, on accompagne des gens au quotidien, et on a des chiffres qui ne cessent d'augmenter au niveau de la pénalisation. Et on se retrouve avec un arsenal pénal qui est l'un des plus complets d'Europe. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'en effet, ça va de du simple usage, qui est sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, et on remonte jusqu'à la liberté d'expression. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on puisse être là pour en parler librement, ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques années. Et c'est pour ça que ça bouge quand même. C'est pour ça que j'ai envie vraiment d'impulser un truc, c'est penser à une chose, c'est qu'il y a 15 ans, quand on organisait ce type d'événement, les organisateurs étaient attendus à l'extérieur par la police, ils étaient poursuivis, ou parfois même on interdisait l'événement avant. Et donc forcément, et ça c'est quelque chose de concret, certes la prohibition demeure, certes les lois sont de plus en plus pénalisantes, en revanche, ça s'assouplit au niveau de la liberté. Et de plus en plus dans l'espace public, on entend des gens s'exprimer, on entend des gens prendre la parole, dire « oui, moi je consomme, oui, moi je considère que cette loi elle est mauvaise, oui, il faut avancer à l'Assemblée nationale actuellement, il y a une mission d'information qui travaille sur cette question-là, il y a des élus qui se positionnent chaque jour sur le sujet, et donc, forcément, moi je me dis 2023 c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est possible 2023 ? Je fais un pari simple. Après avoir étudié quasiment la moitié des législations dans le monde qui avancent sur la question du cannabis, en profondeur j'entends, j'évalue, il y a 3 possibilités de légaliser. Parce que c'est ça le sujet de fond, c'est comment on légalise. 3 possibilités de légaliser. Premièrement, il y a une cour constitutionnelle, genre Cour suprême, les juges plus de 70 ans qui te disent « allez hop, c'est bon, ta loi elle est pourrie, on abandonne, met en place un système plus fluide, plus sympa, etc. » C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est ce qui s'est passé en Norvège, ils ont décidé une dépénalisation. Ça en France on ne peut pas, parce qu'on a un conseil constitutionnel qui est bouclé et on ne peut pas avancer là-dessus.
La deuxième possibilité, c'est les référendums. En Californie, les mecs de Normal ont été encore plus durs que nous. Ils faisaient revoter les gens tous les 4 ans. Donc en 92, 93, ils étaient contre. Et puis là, en 2013, finalement, après 5 votes, les gens ont finalement dit oui à la weed et donc ils ont légalisé. Ça, c'est pas possible en France. Vous avez vu la galère qu'on a sur le référendum aéroport de Paris, là où je sais plus quoi, c'est absolument impossible. Et la troisième possibilité, et je pense que c'est cette possibilité-là qu'il faut que nous, on saisisse, mais tous ensemble, c'est de parier sur les opinion leaders. C'est de se dire que le sujet aujourd'hui, c'est plus un sujet de niche, c'est plus un sujet tabou. C'est de se dire que quand je te parle de cannabis, je te parle de ta société, je te parle de la liberté, je te parle de ta liberté de consommer, la liberté aussi de te faire mal si on considère que c'est mal, ou de te faire du bien, parce que c'est aussi le sens même de notre travail. C'est d'évaluer, c'est d'élever le débat à un niveau auquel on ne l'avait pas jusqu'à présent. C'est de se dire, eh ben on va parier là-dessus, on rend le sujet attractif. Quand est-ce que ça bouge dans l'opinion publique ? Quand les gens en parlent, quand les gens trouvent ça évident. Vous savez, Schopenhauer dit qu'une révolution est d'abord considérée comme ridicule. Ça, on l'a eu en France. Il dit ensuite que les révolutions sont considérées comme dangereuses. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde dit danger, attention, légalisation égale danger. Légalisation égale danger sur la jeunesse. Donc on est dans cette période-là. Et ensuite, la révolution devient évidente. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans les prochaines années, la révolution, elle doit devenir évidente. Et c'est une révolution, non pas révolution en mode allez hop, on prend nos fourches et on va tuer je ne sais qui, mais révolution des esprits, révolution au niveau des idées, révolution au niveau des lois. Penser un système adapté à notre pays, penser un système qui réponde aux problématiques majeures actuelles. On nous dit, et construire finalement une anti-prohibition. On nous dit, la prohibition permet de lutter contre la consommation de la jeunesse, on voit les jeunes consomment beaucoup. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans la loi qu'on veut mettre en place, on met un accompagnement de la jeunesse, on finance des infirmières dans les collèges et dans les lycées, on apporte un soutien et un accompagnement, et on redonne les moyens aux parents d'accompagner l'usage de leurs enfants. On nous dit, oui, mais les banlieues vont exploser. Nous, ce qu'on répond, c'est qu'on va mettre des entreprises dans des banlieues, que ça marche, que ça existe et que c'est possible. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait mis en place un système de zones franches qu'on peut récupérer, c'est-à-dire on sélectionne des zones et on dit que sur cette zone-là, je ne sais pas, par exemple Aulnay, pour prendre un exemple sans choix par ailleurs, et ben à Aulnay, on met en place des entreprises de transformation du cannabis. Ça ne veut pas dire qu'on met en place une nouvelle prohibition. Ça ne veut pas dire qu'on interdit aux gens d'être entrepreneurs là où ils veulent. Ça veut dire qu'on donne l'opportunité à ceux qui n'ont pas eu et à ceux qui ont été les principales victimes de la prohibition de construire une entreprise, de construire la régulation avec nous. Et tout le projet, il est là. C'est de se dire que le sujet, c'est pas un homme qui parle, mais c'est toute une communauté qui agit, qui se lève, qui dit, qui assume, qui casse le tabou et qui fait des propositions concrètes. Et il y a un projet à construire. La légalisation, on le voit. Finalement, si vous voulez, c'est comme ce que dit Antonio Machado. Un monde ancien se meurt, un nouveau tarde à apparaître, et dans l'intervalle surgissent les monstres. Et les monstres, c'est beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui au niveau international. Il y a beaucoup d'États qui ont légalisé, mais avec des résultats qui sont absolument désastreux pour la santé publique, pour les gens, pour l'économie. Et donc, toute la réflexion doit être la nôtre, ça doit être justement de se dire, qu'est-ce qu'on propose pour la France ? Comment on réfléchit à notre système ? Comment on construit une alternative à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense franchement que le 1er septembre 2023, on se retrouvera ici si tout le monde le fait, si tout le monde assume, si tout le monde casse le tabou, si tout le monde dit qu'il consomme, si on a cette mobilisation importante et qu'on va chercher les opinion leaders. Parce que ce qui s'est passé, c'est ça, on est allé chercher Pepe Mujica en Uruguay, et Pepe Mujica en Uruguay, il a dit « Vous m'élisez en tant que président », et bien peu importe si vous êtes pour ou contre la légalisation, je la ferai quand même. Et bien ça a été la même chose avec Justin Trudeau, et les 2 États dans le monde qui ont légalisé, c'est l'Uruguay et le Canada. Donc, objectif pour 2022, trouver le futur président de la République qui légalisera la beuh et le soutenir. Et l'objectif là, pour tout de suite et pour les prochaines semaines, c'est d'assumer, d'en parler, de casser le tabou, parce que c'est en cassant le tabou qu'on casse aussi l'idéologie de ce système de contrôle. Voilà.